Salut bande de geeks lumineux, j'espère que vous allez bien, voilà, moi ça va bien. C'est une vidéo que j'aurais dû faire depuis bien longtemps, toutes mes confuses, puisque ça fait presque 1 an que j'ai commencé à tripatouiller, oui j'ai bien envie d'utiliser ce terme tripatouiller, à mettre les mains sur la C500 Mark II. Elle a commencé comment? Elle a commencé en juillet 2019, ou en août peut-être même. Quand Canon a annoncé le lancement de cette caméra, je me suis dit, oula, là il se passe un truc, là il y a un truc, là c'est intéressant, là c'est, voilà. C'est vrai que ça faisait quelques années que je trouvais que Canon se contentait d'être un peu trop dans l'évolution, plus que dans l'innovation. La C500 Mark II, elle m'a plu de par sa fiche technique sur son cahier des charges, et puis de par la confiance que j'ai, la reconnaissance que j'ai envers la capacité de Canon à créer ses capteurs, puisque c'est un des rares fabricants qui aujourd'hui fabrique lui-même ses capteurs, donc ils ont la maîtrise de la partie caméra, la maîtrise de la partie optique et la maîtrise de la partie capteur. Tout ça rend des outils que je trouve en général très cohérents, très bien pensés, qui sont vraiment faits pour durer, qui sont conçus pour les professionnels. Quand Canon a annoncé cette caméra, j'ai tout de suite appelé les gens de chez Canon France et je leur ai dit « Oula, ça m'intéresse, j'ai envie de tester, est-ce que c'est possible ?» Donc on a beaucoup discuté, j'ai eu la chance après d'avoir été choisi et qu'ils aient accepté ma proposition pour tester un modèle de pré-série sur lequel j'ai fait déjà des présentations au Satis l'année dernière. On avait fait une mini masterclass aussi chez TRM, qui est un des revendeurs avec lequel je travaille. C'est vraiment un outil qui m'a beaucoup plu. La première prise en main a été vraiment très chouette. J'ai pu tester des fonctionnalités que je trouve à la fois innovantes, tout en gardant ce côté un peu rassurant, un outil professionnel sur lequel on sait qu'on va pouvoir compter. J'ai voulu prendre le temps vraiment de faire les choses et d'aller en profondeur, de la découvrir, de me familiariser avec cet outil. J'aime prendre le temps, savoir si je peux vraiment prendre du plaisir avec une caméra avant de pouvoir donner mes conclusions. Et j'ai eu la chance que Canon me dise ok, ils m'ont soutenu de 2 manières. Déjà, c'est qu'ils m'ont aidé à financer cette vidéo. Ça veut pas dire que je peux pas dire ce que je pense, bien au contraire. Je les remercie énormément pour la confiance qu'ils m'accordent par rapport à ça. Je trouve ça vraiment très cool de leur part, à la fois de m'aider à financer mon travail et de pouvoir me mettre à disposition des outils comme ça pour que je fasse des tests en profondeur. C'est pas toujours facile pour ces constructeurs de laisser une caméra pendant comme ça 15 jours, 3 semaines, 1 mois, des fois même plus. Moi, ça me permet d'avoir une vision vraiment globale et approfondie de qu'est-ce que je peux faire avec ce genre d'outils. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'ai envie de vous présenter déjà cette première vidéo où j'ai un peu expérimenté ce modèle de pré-série.
Alors comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'ai pu utiliser différentes optiques. C'est une caméra qu'on peut équiper vraiment comme une caméra cinéma avec des assistants, des grosses optiques cinéma en monture PL, avec un pointeur, avec tout un tas d'accessoires greffés sur la caméra, des moniteurs pour le focus puller, pourquoi pas de la transmission HF, des gros systèmes d'alimentation, tout ce genre d'accessoires qu'on a l'habitude d'utiliser sur des tournages un petit peu conséquents, mais on peut aussi l'utiliser vraiment en mode plus documentaire, run and gun comme disent les jeunes, c'est-à-dire tout seul avec pourquoi pas des objectifs photo, parce que ça c'est une des fonctionnalités qui m'a vraiment bluffé, c'est la puissance et la délicatesse, le côté smooth que Canon a apporté à cet autofocus. Je suis pas un partisan forcément à la base de l'autofocus, parce que l'autofocus pour le cinéma en particulier, ça m'a toujours un petit peu déçu. Mais je dois avouer que là, avec ces dernières générations, chez Canon, et il y a aussi chez d'autres constructeurs, il y a des choses très intéressantes, mais je trouve que Canon a une belle longueur d'avance dans cette gestion du touch to focus. On compare beaucoup la Canon C500 Mark II avec la FX9, elles sont à peu près dans les mêmes gammes de prix, et c'est vrai que moi je trouve que sur la FX9 il y a un truc qui manque, c'est que l'autofocus est hyper efficace, la détection de visage, la détection des yeux, ça marche super bien, seulement il n'y a pas d'écran tactile. Ça c'est pareil, l'écran tactile c'est un truc sur lequel il y a quelques années vous m'auriez demandé qu'est-ce que tu penses de l'écran tactile, j'aurais dit à quoi ça sert. Aujourd'hui, cette fonction touch to focus, vraiment où j'appuie sur le personnage qui est sur l'écran et tout de suite j'ai la transition de mise au point, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo justement où je m'amuse avec des optiques Canon EF autofocus à faire des bascules de mise au point, on voit vraiment qu'il y a un truc qui est efficace. Le truc qui est bluffant, c'est cette capacité qu'on a de programmer et vraiment de dessiner la courbe avec une accélération progressive dans la mise au point et puis un petit ralentissement qui fait que c'est quelque chose qui donne un aspect hyper smooth, c'est vraiment très très joli à regarder, on a l'impression que c'est fait par un bon assistant. Je vais pas me faire des copains chez les assistants, vous inquiétez pas, il y a du boulot pour vous les gars, c'est pas mort, mais en tous les cas, dans une utilisation plus, on va dire, documentaire, je trouve ça vraiment très très chouette de pouvoir utiliser ce truc-là. Ce qui est intéressant justement, c'est que Canon s'oriente de plus en plus vers des caméras dites box. Donc là, par rapport à la génération précédente, ils ont supprimé le viseur fixe. Maintenant, vous allez pouvoir choisir entre deux viseurs. Un petit qui va se mettre à l'arrière de la caméra et un autre qui va se mettre sur le côté, qui est le même viseur qui est sur la C700, qui est un viseur qui est vraiment très très bon, qui coûte un peu cher mais qui est très qualitatif. Et il y a aussi tout un tas de choses autour de la caméra qu'on va pouvoir monter ou pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette poignée rotative, cet écran aussi orientable qu'on va pouvoir un peu fixer comme on veut. Canon a vraiment conçu cette caméra pour être un outil ultra polyvalent, et cette idée de pouvoir l'accessoiriser, la greffer sur un drone, la mettre au bout d'une grue en version light avec une petite optique, ou alors au contraire en version cinéma avec tout un tas d'accessoires, moi je trouve que c'est vraiment très très cool de se dire avec un outil je vais pouvoir faire plein de choses et je vais pouvoir explorer plein de champs d'applications différents. Alors pour changer la monture, en fait, pour changer la monture, il faut trouver la bonne clé à Allen. Alors normalement on fait ça dans une atmosphère sèche et protégée. À savoir que ici je prends quand même un risque de choper des poussières. Et heureusement, il n'y en a pas. Le truc qui est quand même cool, c'est que ça se fait en 3 minutes chrono. Vous avez 4 petites vis à défaire. Hop, voilà. Voilà, 3 minutes 12, hein, j'ai dit. Et après, quand tu remontes le truc, il y a toujours un moment où tu dis tiens, ça c'était où? Donc là, je passe sur un Sumire. Sumire, c'est des objectifs qui ont été créés par Canon. Le principe, c'est de faire une image mi-vintage, mi-moderne. Vas-y, avance-toi jusqu'au bord, là.
En parlant d'ergonomie, c'est bien foutu, c'est pratique à utiliser. J'ai apprécié bien entendu la gestion des filtres, c'est-à-dire qu'il y a un système de jeu de filtres qui vont se cumuler, qui vont proposer justement une infinité de variations de densité en jouant sur deux filtres qui vont se mettre l'un au-dessus de l'autre. La qualité de fabrication est vraiment très bonne, le choix des matériaux, la sensation du toucher, tout ça, c'est super agréable. Le petit détail que j'ai vraiment apprécié, c'est donc le rétroéclairage des boutons qui permet d'avoir, quand on fait comme moi de la captation de spectacle vivant, à pas avoir à allumer sa frontale ou une petite lampe de poche pour regarder où sont les boutons. Au niveau de la partie logicielle, c'est très bien organisé, c'est très logique. Voilà, il y a vraiment un système de menu façon tableur un peu, donc un qui va traiter plutôt la partie caméra, capteur, un autre qui va traiter la partie codec, un autre qui va s'adresser au son, un autre qui va toucher à tout ce qui est autour de la communication, parce que c'est une caméra bien entendu que vous allez pouvoir piloter même en externe avec des fonctionnalités Wi-Fi. La C500 Mark II est équipée d'un capteur qui est dit full frame, donc il fait très exactement 38,1 sur 20,1, donc c'est pas vraiment du 24-36 puisqu'on est dans un format de toute façon qui n'est pas un format 3x2 photo, plus un capteur 16/9. Cette caméra est aussi équipée du fameux processeur Digic DV7 qui assure toute la puissance de traitement du signal. Il y a des fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes à l'intérieur de la caméra, notamment ce codec, le choix du codec. On va pouvoir passer de ce codec RAW Lite qui est un codec RAW compressé. Donc qu'est-ce que c'est que le RAW compressé? Est-ce que on peut compresser du RAW? Bah oui, parce que Red le fait depuis 2007, hein, donc ça fait maintenant 13 ans que ça existe, le RAW compressé. C'est quoi? C'est l'idée de compresser directement avec une compression dite sans perte, directement les données brutes de capteur, sans avoir trop processé le signal. Bon, ça reste un petit peu de la théorie et un petit peu du marketing, mais je me fiche un petit peu de est-ce que c'est vraiment du RAW ou pas. Ce qui m'intéresse moi derrière, c'est ce que ça apporte à l'usage, à savoir la possibilité d'aller jouer avec ces fameuses métadonnées, ces métadonnées qui vont permettre de corriger a posteriori tout ce qui va toucher au réglage de l'image, à savoir la sensibilité et la colorimétrie principalement, et tout un tas de petits réglages qui vont permettre d'affiner vraiment les réglages de son image aux petits oignons. Ce que j'ai apprécié aussi avec cette caméra, c'est la palette de possibilités qui est offerte au niveau des réglages de l'image en termes de définition et en termes de fréquence. C'est une caméra qui fait du 6K. 5,9K exactement, donc elle enregistre des images dans une résolution de 5952 par 3140. Pourquoi c'est intéressant de faire du 6K? Tout simplement pour pouvoir recropper et pour pouvoir aussi avoir une meilleure qualité de 4K, c'est-à-dire quand on fait une image qui est beaucoup plus grande et qu'après en post-production on va finaliser en 4K, c'est bien d'avoir quelques pixels de réserve, ça permet d'avoir une meilleure sensation de définition et une colorimétrie qui va apporter beaucoup plus de nuances. Du côté des résolutions disponibles, contrairement à d'autres constructeurs, hein, quand même, Canon a bien compris que c'était important de faire le distinguo entre le 4K, le Ultra HD, le 2K, la HD, et de vraiment respecter la norme DCI. DCI, je vous rappelle, c'est le consortium qui définit les règles du cinéma numérique. DCI, ça veut dire Digital Cinema Initiative. C'est un consortium qui existe depuis 2002. Oui, le cinéma numérique, c'est pas si jeune que ça a quelques années déjà. Au niveau du ralenti, on a aussi la possibilité de cropper sur le capteur pour pouvoir faire du Super 16 en 2K jusqu'à 120 images par seconde. Avant d'aller plus loin dans la description technique et les fonctionnalités de cette caméra, j'ai envie de partager avec vous ce clip que j'ai fait avec ce groupe qui s'appelle Dirty Boots. On est parti du côté de Montpellier, au milieu des étangs, près de l'étang de l'Or, au milieu des cabanes de pêcheurs, pour faire un clip que voilà, j'aime bien. J'ai eu envie de pousser un petit peu la caméra dans ses retranchements et d'aller chercher une image qui est très particulière, qui n'est pas forcément dans les critères actuels. Cette vidéo que j'ai finalisée en 4K, que vous pouvez télécharger justement sur ma chaîne vidéo si vous avez envie de jouer un petit peu, voir ce que ça donne au niveau de l'étalonnage. Le fichier source, si vous avez un abonnement vidéo qui est gratuit, je le rappelle, est téléchargeable. Donc là, vous allez pouvoir le rentrer dans votre logiciel d'étalonnage préféré et jouer
jouer un petit peu avec le signal pour voir justement qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Je remercie l'ami Jean-Antoine qui m'a fait l'étalonnage, et je vais aussi donner la parole à mon ami Sylvain Bérard, qui est un autre étalonneur qui n'a pas étalonné ce film-là, mais avec qui j'aime beaucoup travailler, qui était un de mes compagnons chez les machineurs, et qui a un niveau d'expertise au niveau de... un niveau de niveau. Some gifts will never wipe out. Life suddenly feels so bright. Blood in his veins makes us stop to rush into my heart. But who knows, I will see you outside. There is no cage that can hide our soul, 'cause we never said goodbye. I am proud, you don't lead this guy. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce clip. En tous les cas, moi j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le rendu global de l'image, la façon dont Jean-Antoine a réussi à mettre en avant. Je lui avais donné un cahier des charges un petit peu tordu, un petit peu compliqué. Je voulais une image avec beaucoup de texture dans les ciels. Il y avait un ciel qui était très laiteux ce soir-là, c'est-à-dire que on avait très peu de matière, et justement l'idée c'était d'aller pousser un petit peu, aller chercher la texture dans les ciels, pour non pas avoir des ciels blancs laiteux, mais avoir justement récupéré le petit modelé qu'il y avait au niveau des nuages, qui était visible à l'œil nu, et qui est un exercice qui est vraiment très 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 difficile, et ce qui pour moi en tous les cas est un gage de qualité dans la gestion de la dynamique, et justement la gestion des micro-détails autour de ce capteur et de ses capacités d'enregistrement. Sur ce film-là, j'ai justement mélangé volontairement un petit peu tous les codecs, c'est-à-dire que j'ai fait à la fois du raw light en 6K, j'ai fait du 4K en 4.2 10 bits, j'ai fait aussi des ralentis. Il y a quelques plans avec notamment les flamants roses dans les roseaux, où je suis au 70-200 2K croppé à 120 images pour justement, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que justement on voit que la qualité est suffisamment bonne pour une fois passé par la case de l'up conversion, comme on dit, on voit pas forcément trop la différence, en tous les cas, surtout sur YouTube. C'est clair que si on balançait ça sur un écran de 10 mètres de base, peut-être qu'on sentirait une légère perte de définition, mais j'en suis pas vraiment sûr. Voilà. Je vais donner maintenant la parole à Sylvain Bérard. Sylvain est un collaborateur qui est un mec qui est génial. Voilà, c'est un mec talentueux, étalonneur, restaurateur de films, photographe, prof. Voilà, c'est un mec qui... c'est un génie pour moi. C'est un mec en plus adorable, qui a beaucoup de talent, et qui a eu envie aussi de me donner son point de vue. Justement, il a rentré les images dans sa console d'étalonnage, et je vais tout de suite lui donner la parole parce que Jean-Antoine est un peu timide, il aime bien faire de l'étalonnage, mais parler face à la caméra, c'est pas un exercice qui est facile, hein, donc voilà, je comprends totalement, et je le remercie d'avoir fait ce très bel étalonnage, mais maintenant, tout de suite, c'est la parole à Sylvain. Salut Manu, alors elle vaut quoi cette nouvelle C500 lorsqu'on la passe dans des logiciels d'étalonnage? Bah pour te répondre, je l'ai soumis à DaVinci Resolve, Premiere, Final Cut, et je suis allé voir un petit peu ce que les images avaient dans le ventre. Ce qui s'en dégage, c'est qu'il y a une très belle dynamique d'image qui est combinée avec une texture que moi je trouve très cinématographique. Et d'un autre côté, on a un log et une colorimétrie qui font un petit peu plus vidéo, ce qui donne un ensemble en fait assez polyvalent, qui va pouvoir s'adapter à l'ensemble des situations et qui reste malgré tout très malléable. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille directement dans DaVinci Resolve et que je te montre ce que la caméra a dans le ventre. Quand on prend l'image en log, la première chose qu'on remarque, c'est un ciel qui est un peu laiteux, avec pas beaucoup de détails, et ça c'est toujours un petit peu problématique parce qu'on essaie toujours un petit peu de récupérer du volume des nuages. Et bien si je fais simplement mes niveaux, donc vous voyez je fais des corrections qui sont très très simples, et bien on les voit apparaître naturellement.
Et l'autre danger, c'est de voir apparaître des aberrations chromatiques, c'est ce qu'on avait avec la C300. Ici, vous voyez, on n'a pas du tout de frange violette, c'est assez net, il y a pas mal de détails, donc c'est quelque chose qui est finalement plutôt bon. Les seules aberrations qu'on va voir, ce sont des franges optiques, donc qui sont communes à toutes les caméras, et qui sont finalement assez courantes. Donc au niveau de la dynamique, ce qu'on voit, c'est que dans les hautes lumières, on est plutôt bon, voire très bon. L'autre danger, c'est de voir comment le bruit va se manifester. Et ça tombe bien parce qu'on a un chanteur qui a du coup un t-shirt noir. Et donc c'est généralement là où va se situer tout le bruit chromatique. Quand on a une image en log et qu'on affiche nos scopes, on a ici un aplat qui correspond au t-shirt noir. Et du coup, on va aller regarder là-dedans comment se comporte le bruit. Si on zoome un peu, on se rend compte que le bruit est très fin. Voilà. Pas forcément pollué en termes de couleur, on devine voilà, les teintes rouges qui se baladent, mais on a quelque chose qui est finalement assez pur. Si je remets mon D-Log, vous voyez les taches rouges en fait sont assez anecdotiques et je suis déjà à 650%. Si je prends un autre plan, celui-ci par exemple, je suis en log, et que je zoome du coup sur le t-shirt, on ne devine quasiment rien et on est capable de compter les coutures. Si je mets mon D-Log, vous voyez, on devine la teinte chromatique du bruit, mais pareil, on est à 800% pour la deviner. Si je prends cette autre image, que je la délog, que je la recontraste, que je la remodèle, que je lui applique un look un peu critique, et bien même là, si je zoome, vous voyez, on retrouve ici là des ultra noirs qui sont très peu pollués chromatiquement et des bandes qui sont assez nettes. Ce sont dans des situations à fort contraste que l'on va voir apparaître en fait nos aberrations. Donc si je zoome ici, vous voyez, typiquement on est là, et là on commence à voir apparaître des bandes violettes. Alors évidemment, nous sommes sur des images qui ont été volontairement surexposées, c'est ce qu'on appelle l'exposition sur la droite. Ça va beaucoup nous aider dans la gestion du bruit, mais cette gestion du bruit, elle donne une texture qui est, moi je trouve, très cinématographique à l'image, et qui est très très propre comparé à ce qu'on peut trouver dans l'ensemble de la concurrence. Donc ça c'est plutôt un très bon point. On a une dynamique qui est très propre, très malléable, avec une texture d'image qui, moi je trouve, est véritablement intéressante. Au niveau de la colorimétrie, si j'applique un D-Log simple, on va retrouver un petit peu le look Canon, c'est-à-dire des teintes de peau dorées et un petit peu de bleu dans les ombres. C'est ce que je vais retrouver ici avec ma mire de barre et auquel je vais appliquer la colorimétrie Canon avec mon Canon Log 3. Si je l'applique, je vois ici que mes verts tendent vers le jaune, que mes rouges tendent vers le orange et qu'ici on a une concentration des bleus au niveau des ombres. Dans la répartition de la luminance, notre log, on voit, monte les ombres sur 1/8 du signal et va adopter une courbe très douce pour les hautes lumières, ce qui va permettre une jolie gradation. Lorsqu'on applique le log sur notre vecteur scope, on a un décalage du point blanc qui tend un tout petit peu vers le bleu et le cyan et qui va donner un aspect peut-être un petit peu plus froid et numérique à notre image et qui va venir confronter le côté cinématographique que l'on cherchait, donc du coup avec notre dynamique et notre texture d'image. Ce côté numérique, Canon l'a déjà expérimenté avec la C700 qui avait déjà des images qui avaient un look un petit peu plus vidéo et probablement un petit peu plus dans l'air du temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que la caméra, elle réunit un petit peu l'ensemble des deux mondes et elle permet d'aller un petit peu où on veut. Attention simplement à cette histoire de point blanc qui est un petit peu froid et qui, à mon sens, il faudrait ramener dans des teintes un petit peu plus chaudes pour une image qui est un petit peu plus agréable à l'œil. Et dans l'ensemble, la caméra devrait satisfaire tous les indépendants. Son grand atout, c'est la propreté du bruit. Il faudrait la voir fonctionner de nuit ou dans d'autres conditions pour se faire une idée plus globale. Mais pour moi, en tout cas, j'ai pu aller où je voulais, je me suis amusé avec les images. Et ça, c'est quand même le plus important. Merci beaucoup Sylvain pour ces précisions. Je suis assez d'accord avec toi. Cette caméra, elle a un truc, je sais pas, voilà, il y a joli quelque chose qui la différencie un petit peu. J'aime beaucoup ce rendu, je pense que c'est une caméra que je vais continuer à utiliser, que je vais louer certainement. C'est une caméra, je pense, que vous allez trouver assez facilement chez de nombreux loueurs. Une des fonctionnalités qui est importante dont on n'a pas parlé, c'est la partie audio. C'est une caméra qui a 4 entrées, contrairement à beaucoup de boîtiers. C'est aussi un facteur de différenciation, c'est-à-dire que si vous voulez mettre un couple stéréo pour enregistrer de l'ambiance et avoir par exemple 2 micros pour faire des interviews, c'est totalement jouable. La qualité des préamplis est plutôt très très bonne, voilà, j'ai trouvé ça très très cool. Le seul petit bémol, c'est que voilà, pour moi, je trouve que les potentiomètres sont un peu rikiki sur ce genre de caméra. J'aurais préféré un truc qui soit un petit peu plus cossu.
En guise de conclusion, j'ai envie de dire que j'ai pris énormément de plaisir à tourner avec cette caméra. J'ai trouvé l'ergonomie très agréable. C'est une caméra qui est très facile à prendre en main, que ce soit à l'épaule, avec une petite crosse, juste à la main comme ça, sur un trépied, comme je le disais, en utilisant justement ces fameux Sumire qui sont cette nouvelle gamme d'objectifs prime en monture PL qui est vraiment exceptionnelle de chez Canon, qui a ce côté, c'est assez cool, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois précis tout en restant relativement doux. Ils ont un petit truc, je trouve qu'il y a, voilà, il y a un joli truc dans les flares et dans le bokeh. C'est des objectifs qui ont un certain caractère, qui assument une certaine image avec un très léger aspect vintage, tout en gardant vraiment le côté sharp qu'on a aujourd'hui sur les optiques modernes. Pour moi, cette caméra est vraiment une caméra qui est bien née. Je trouve que elle apporte une vraie réponse à ce que peut proposer justement Red, mais enfin Sony en effet, puisque la concurrente directe ça va être plutôt la FX9, et je trouve qu'elle en offre un petit peu plus, c'est-à-dire que la FX9 je trouve qu'elle est très intéressante, elle a une colorimétrie qui est vraiment très chouette, l'autofocus est cool aussi, l'ergonomie est cool aussi, mais il y a un truc qui me gêne, c'est que c'est cette espèce de module qu'il faut rajouter pour pouvoir faire du RAW, et je trouve que du coup ça devient un ensemble qui devient un petit peu plus encombrant, et c'est un petit peu dommage. Donc là, la C500 Mark II, elle a son enregistrement RAW en interne. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que ça vous a plu, est-ce que cette forme vous intéresse, c'est-à-dire que le fait que je puisse tourner des films, des clips, ou parfois juste des petits tests caméra, mais en essayant de faire un petit quelque chose qui ressemble à un film. Qu'est-ce que vous pensez de mon t-shirt? Il est pas mal, hein? Donc il existe en plein de couleurs, il y a des suites, il y a des machins, des trucs bidules. À chaque fois que vous en achetez un, bien entendu, je touche une petite commission. C'est une façon de me soutenir et de m'encourager à continuer ce travail, continuer à vous faire des vidéos qui parlent de caméras, de trucs et de bidules pour les geeks lumineux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, bien entendu. Mettez la cloche si vous voulez avoir des notifications et être au courant de quand je poste des nouvelles vidéos. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Et puis, prenez soin de vous, faites de belles images. Et n'oubliez pas, non. Non. Si? Ouais. Ok. Il est content?